Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle vidéo de questions-réponses tech. D'ailleurs, le nom de la série, ce sera Questions Tech. Je trouvais que c'était le nom qui collait le mieux. Merci pour toutes vos suggestions. Et le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que je vais essayer de répondre à un maximum de questions tech. Plus généraliste, ce n'est pas du support technique, des questions très spécifiques, c'est plus des questions un petit peu générales que les gens pourraient se poser. Vous avez une table des matières dans la description qui vous permet de sauter vers la question qui vous intéresse le plus. Et vous pouvez aussi voir justement le genre de questions que j'ai répondu. Et si vous en avez, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et si vous n'en avez pas, allez quand même dans les commentaires et laissez un petit pouce bleu sur les commentaires que vous trouvez intéressants, ou plutôt les questions que vous trouvez intéressantes et que vous voudriez voir répondues dans la prochaine, justement, question tech, qui sera, du coup, le mois prochain. On en fait une chaque mois. Bon, là, je suis techniquement un tout petit peu en retard, mais on va essayer de le faire vers les 15 du mois, quelque chose comme ça. La première question est de Chocoléandre. Il nous a posé la question suivante. Qu'est-ce qui fait la puissance d'une carte mère et donc le fait qu'elle peut devenir intéressante? Et je rajouterai même, qu'est-ce qui peut justifier qu'elle coûte plus cher? Je pense que pas mal de gens se posent la question, donc c'était une très bonne question de Chocoléandre ici. Et du coup, pour comprendre un petit peu mieux ça, il faut comprendre le rôle même d'une carte mère. Le rôle d'une carte mère, c'est d'interconnecter tous les composants. Donc, vous mettez votre processeur sur la carte mère, vous branchez votre carte graphique sur la carte mère, vous mettez la RAM sur votre carte mère, les SSD, vous branchez les disques durs à votre carte mère. Tout est interconnecté à la carte mère. Donc, évidemment, avec ce rôle d'interconnexion, une bonne carte mère, vous espérez qu'elle le fasse correctement. Après, maintenant, même des cartes mères pas chères le font suffisamment. Vous pouvez mettre une carte graphique, vous pouvez mettre votre RAM. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'elle coûte plus cher? Et c'est là qu'on rentre dans les fonctionnalités que, en réalité, pas tout le monde a besoin. Donc déjà, l'une des plus importantes, selon moi, c'est les tâches d'alimentation. Donc là, j'ai une photo de carte mère quelconque. C'est une X570 Aorus Master, il me semble, de chez Gigabyte. Et l'un des gros intérêts, selon moi, c'est les tâches d'alimentation pour le processeur. Donc, fournir suffisamment d'électricité et correctement l'électricité au processeur pour qu'il tourne correctement et le faire aussi sans trop chauffer, parce que certaines cartes mères pourraient le faire, mais elles pourraient surchauffer et réduire les performances du processeur. Parce que si votre processeur n'a pas l'électricité dont il s'attend, il va juste diminuer en fréquence et vous allez perdre en performance. Donc ça, c'est selon moi quelque chose de très important qu'une carte mère fait. Et bien souvent, plus vous payez cher, mieux les cartes mères peuvent gérer ça. Mais pas toujours, il faut en tenir compte. Certaines cartes mères milieu de gamme le font très bien et le font même mieux que certaines cartes mères haut de gamme. Maintenant, les autres extras que vous aurez souvent en payant plus cher, honnêtement, c'est surtout au niveau des fonctionnalités. Donc, plus de slots M.2 pour mettre plus de SSD, plus de slots de RAM, parce que les toutes petites cartes mères vraiment pas chères ont des fois seulement 2 slots de RAM. Peut-être aussi un design plus intéressant, une carte audio dessus qui est plus intéressante, un port Ethernet 2,5 gigabits ou même 10 gigabits, vous payez bien souvent pour avoir ces fonctionnalités en plus. Une carte Wi-Fi aussi, là par exemple, il y en a une, ça vous devrez le payer en plus. Donc bien souvent, ce qui fait qu'une carte mère va coûter plus cher par rapport à une autre, c'est si elle a plus de fonctionnalités. Mais en réalité, et je vous le dis vraiment, une bonne carte mère n'a pas besoin de coûter très cher. Vous avez des très bonnes cartes mères vers 100-150 euros pour, par exemple, tous les gros processeurs AMD. Évidemment, si vous prenez un très gros processeur, il faudra peut-être prendre une meilleure carte mère, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc voilà ce qui fait la puissance d'une carte mère en quelque sorte. Mais c'est surtout les tâches d'alimentation sur moi qui est le plus important et qui correspond plus à ce mot puissance, parce que le reste c'est juste fonctionnalité, on peut le dire. Ensuite, on a une question de Aubanier qui nous demande, on parle souvent de la course au FPS pour les jeux avec des écrans 60, 75 et 144 Hz, voire plus. Qu'en est-il de si nous avons un triple screen avec du sim racing par exemple, il met entre parenthèses, quelle carte choisir par rapport aux écrans ou surtout quel calcul à faire? Merci à toi. Alors, c'est une très bonne question selon moi, parce que bien souvent quand on voit des tests de carte graphique qui parlent de 1440p, 1080p, 4K, mais on parle jamais de triple screen ou autre. Et même, on parle jamais d'ultra wide, j'en parlerai un petit peu plus après. Le calcul que tu peux faire, selon moi, c'est le plus intéressant, c'est juste de te dire, ok, j'ai 3 écrans 1080p, 3 écrans 1080p, combien de pixels ça fait? Et juste le comparer, par exemple, à un écran 4K. Un écran 4K, c'est l'équivalent de 4 écrans 1080p. Donc, avec ce simple calcul, tu sais qu'avec 3 écrans 1080p, tu as juste besoin de prendre une carte qui tourne correctement en 4K et ça devra aller.
Mais si par exemple tu as 3 écrans 27 pouces en 1440p, là ça va faire beaucoup plus de pixels qu'un écran 4K. Et là tu devras prendre une carte graphique qui fait très bien tourner en 4K parce que tu dois t'attendre à ce qu'elle puisse avoir un peu plus de performance derrière. Maintenant, pour justement savoir quel FPS tu peux espérer, le truc c'est que, encore une fois, tu peux regarder des tests. Si tu vois qu'une carte graphique tourne bien en 4K, fait tourner un jeu, justement un sim racing à 120 FPS en 4K, tu sais qu'avec ton triple screen 1080p, tu n'auras aucun problème derrière, forcément. Donc c'est comme ça que je ferai le calcul, moi, tout simplement. Comparer ce qui est comparable. Donc la quantité de pixels au total que tu as dans ton setup, tout simplement. Et pour calculer le nombre de pixels, c'est plutôt simple. Vous pouvez juste faire la quantité de pixels en largeur fois celle en hauteur et vous avez le nombre de pixels tout simplement. Donc là, ce serait 3840 par 2160 pour un écran 4K. Pour un triple screen, justement en Full HD, ce serait 1080 de hauteur et 1920 x 3 de largeur. Et puis vous faites fois et vous calculez tout ça. Et vous pouvez justement comparer un petit peu mieux. Mais après, honnêtement, il y a pas. Des fois, ça manque un petit peu de tests. C'est un marché de niche, le sim racing. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en font, hein, soyons honnêtes. Il y en a, hein, mais ça reste un marché de niche. Du coup, la plupart des tests n'en parlent pas trop. Maintenant, j'en profite quand même pour hijacker ce commentaire et parler des écrans ultra-wide. C'est quelque chose qui, maintenant, existe depuis quelques années et qui, selon moi, est plus intéressant qu'un triple setup d'écran parce que déjà, c'est plus simple. Vous n'avez pas besoin de parfaitement aligner 3 écrans. Vous n'avez pas besoin de configurer 3 écrans, ce qui est des fois extrêmement ennuyant. Et surtout, maintenant, les écrans ultra-wide peuvent monter à 200, même 240 Hz, il me semble, les plus hauts. Donc, vous avez de quoi faire. Et pour un sim racing, vous voulez bien souvent un écran fluide parce que vous voulez tourner à au moins du 120 Hz pour que vous ayez le même feeling que si vous étiez vraiment en train de conduire. Bon, en tout cas, essayez de le reproduire au mieux. Surtout que bien souvent, un écran ultra-wide, oui, n'est pas aussi large qu'un setup triple écran, mais vous n'avez pas vraiment besoin de la fin des 3 écrans, plutôt de chaque écran sur le côté, parce que c'est juste un extra. Si vous avez déjà un bon écran ultra-wide qui couvre la plupart de votre champ de vision, c'est déjà pas mal. Et bien souvent, les écrans ultra-wide ont moins de pixels, du coup, surtout en largeur, et donc ils sont plus faciles à faire tourner, et vous aurez un meilleur FPS dans les jeux vidéo. Et en plus, comme c'est déjà plus populaire, les écrans ultra-wide, vous avez plus de tests qui existent pour vous montrer les performances que vous pouvez espérer dans un jeu ou avec une carte graphique. Donc honnêtement, moi je prendrais un écran ultra-wide. Ça coûtera même moins cher maintenant, parce qu'il coûte vraiment pas cher. Vous en avez à 200, non, plus 300 euros, 400 euros, qui ont déjà des très bonnes specs. Et ça revient moins cher qu'un triple setup d'écran, franchement. Surtout qu'ils auront bien souvent un écran, ils auront déjà une dalle 120 Hz ou autre. Donc, si vous êtes intéressé par du sim racing, moi je vous dirais de regarder plus à ça. Et aussi, vous n'avez pas les bordures d'écran. Ça, c'est un énorme plus, parce que quand vous avez 3 écrans, il vous faut des écrans avec des bordures d'écran très fines. Donc, c'est pas toujours optimal. Je sais que les personnes qui font du sim racing ne sont pas toujours dérangées parce qu'ils considèrent que c'est comme si c'était la barre de la voiture, hein, la barre qui vient du toit. Mais quand même, je pense que c'est mieux d'avoir une vue ininterrompue. Ensuite, on a une question de Vitalik 1993, je suppose qu'il est né en 1993, et il nous demande, est-ce que, justement au niveau d'AMD, qui est sur le marché du GPU et du CPU, à vouloir battre sur plusieurs fronts, n'est-il pas dangereux pour eux de faire ça justement, et est-ce qu'ils ne devraient pas se concentrer sur justement un seul front en abandonnant l'un ou l'autre? Eh bien, cette question a souvent été posée en réalité, surtout quand AMD avait du mal au niveau CPU. Je vous rappelle, avant l'arrivée de Ryzen, beaucoup de gens étaient en mode « Ouais, AMD devrait juste arrêter de faire des CPU et se concentrer sur les GPU, c'est quelque chose qu'ils font mieux, et ils pourront mieux concurrencer Nvidia. » Et le truc, c'est que maintenant, on est plutôt content qu'ils aient continué de faire des CPU, franchement. Donc, oui, peut-être que s'ils abandonnaient l'un ou l'autre, ils pourraient vraiment se concentrer. Mais selon moi, s'ils le font, c'est aussi avouer qu'ils ne peuvent pas y arriver. Et en échange de ça, ils pourraient avoir leur action qui peut chuter. Ils pourraient perdre des ingénieurs importants et ce genre de choses. Donc au final, ça pourrait les mettre dans une situation même plus compliquée en fait. Actuellement, AMD se débrouille plutôt bien sur les 2 fronts. Genre au niveau GPU, ils ont des très bons GPU, il ne faut pas déconner. Oui, Nvidia
arrivent à faire mieux au niveau ray tracing, ce genre de choses, mais les GPU AMD sont vraiment bons pour les performances et ce qu'ils consomment. Le gros problème qu'ils ont avec, c'est qu'ils n'arrivent pas à en fabriquer assez. Et leurs CPU, évidemment, sont très bons pour le moment. Donc, yeah, j'ai envie de dire, tant que ça marche bien, même s'il y a quelques années des fois un peu difficiles, ce qu'il y a eu avec les CPU, et aussi à une période de temps, ils ont eu des problèmes avec leur GPU, même s'ils ont ces quelques années difficiles, selon moi, ils doivent persévérer tout simplement et essayer d'avancer et faire un produit intéressant. Si évidemment, par contre, ils font que des fails pendant des années et des années, encore et encore, bon là, peut-être ils devraient reconsidérer un petit peu les choses. Mais bon, moi je trouve que ça ne fait pas de mal d'être sur plusieurs marchés à la fois. Et aussi le truc qu'il faut tenir compte, c'est qu'un ingénieur qui sait designer des CPU correctement ne sera pas forcément le meilleur pour designer un GPU. C'est pas la même chose. C'est similaire, mais c'est pas la même chose exactement. Il y a évidemment des ingénieurs qui peuvent travailler sur les deux, mais pas tout le monde. Donc, yep, c'est pas comme si, encore une fois, juste arrêter de faire des CPU faisait en sorte que, oh, on a plein de gens pour travailler sur les GPU maintenant. Pas forcément. Ensuite, on a une très bonne question de Xefer qui devrait intéresser pas mal de gens. J'aurais une petite question. Y a-t-il réellement de différence entre un ventirad et un water cooling? Merci. Merci à toi pour la question. Je pense que c'est une question assez intéressante que beaucoup de gens se posent. C'est, ben, vous êtes en train de faire votre config, vous êtes en mode, est-ce que je prends un ventirad ou un water cooling? Genre, il y a plein de pubs pour les water cooling, comme quoi c'est ce qu'il y a de meilleur pour refroidir, mais est-ce vraiment le cas? Et le truc, c'est que d'un point de vue température, il y a des tests qui ont déjà été faits et un très bon refroidissement à air peut égaler un refroidissement liquide. Surtout quand c'est juste un refroidissement liquide 240 mm par exemple. Et du coup, ben là dans ce cas-là, pas forcément. L'avantage, je dirais, du refroidissement liquide, c'est que déjà vous déplacez là où sort la chaleur. Comme vous pouvez mettre le radiateur en sortie par exemple du boîtier, eh bien vous êtes sûr que la chaleur sort directement du boîtier. Ça permet aussi de libérer l'espace. Par exemple, vous pouvez accéder plus facilement à vos slots de RAM. Vous pouvez mettre plus facilement une carte graphique dans certains cas. Il y a des cartes mères où, quand vous avez un très gros refroidissement à air, ça peut bloquer un petit peu justement la carte graphique. Et aussi, ça libère un petit peu le flux d'air pour, par exemple, les VRM, ce genre de choses. Et c'est pour ça que certaines personnes préfèrent ça. C'est aussi plus esthétique pour certaines personnes. Moi, j'aime assez bien le look d'un refroidissement à air. Je pense que les deux looks se valent. Ça dépend ce qu'on veut viser. Mais certaines personnes vont juste préférer avoir un refroidissement liquide qui fait plus clean, avec les tubes qui sortent et qui vont plus loin. Donc, yep. D'un point de vue température, pas forcément. Vous pouvez avoir des très bonnes températures avec un refroidissement à air. Maintenant, là où vous pouvez avoir une différence entre un ventirad et un refroidissement liquide, c'est au niveau du temps qu'il faut pour que chaque refroidissement chauffe, on va dire, jusqu'à sa température de croisière en quelque sorte. Un ventirad à air chauffe plutôt vite en réalité. Ils vont vite prendre la chaleur et atteindre leur maximum. Un refroidissement à liquide, par contre, utilise de l'eau bien souvent. Et l'eau, c'est un médium qui prend du temps à chauffer. Genre l'eau, il faut vraiment beaucoup d'énergie pour la chauffer. Et donc, des fois, ça va prendre plus 10, 20, voire même une petite demi-heure pour qu'un refroidissement liquide atteigne vraiment sa température maximum. Et ça, moi, je vois un avantage, surtout dans la catégorie, on va dire, absorption de chaleur. Les refroidissements liquides ont tendance à avoir plus de capacité, par exemple, pour l'overclocking, ou par exemple, pour des tâches où vous avez le processeur qui d'un coup chauffe et puis d'un coup il diminue. Le refroidissement liquide fera un meilleur travail que le ventirad. Parce que le ventirad, lui, il va juste faire « Oh, le processeur chauffe !» Il va foutre ses ventilateurs à fond et puis il va rediminuer. Avec un refroidissement liquide, vous pouvez vous permettre de gérer la vitesse de ventilateur selon la température du liquide. Et le liquide, mais lui, il ne va pas chauffer d'un coup parce que le processeur chauffe d'un coup. Il va chauffer lentement. Donc ça, c'est l'avantage que je vois. Maintenant, comme vous introduisez la pompe, des fois, le refroidissement liquide peut être plus bruyant qu'un refroidissement à air, malgré le fait que le refroidissement à air peut faire beaucoup de bruit parce qu'il monte d'un coup en ventilateur. Donc, c'est un peu choisissez ce que vous détestez le moins et qu'est-ce que vous préférez le plus. Mais honnêtement, si vous regardez un refroidissement à air et que vous vous dites non, c'est pas assez performant, mais reconsidérez, c'est très performant et pour la plupart des cas, pour la plupart des gens, surtout si vous ne faites pas d'overclocking, ça suffira amplement. Ensuite, on a une question de Grand Life qui nous dit pour les PC gaming portables, est-ce qu'un plateau de ventilation pourrait aider vraiment à gagner des performances significatives et existe-t-il des alternatives? Ça, c'est une excellente question que je veux faire une vidéo dessus d'ailleurs. J'avais fait des votes plusieurs fois sur la chaîne
pour voir ceux qui étaient intéressés. Mais il y avait d'autres vidéos qui avaient été toujours votées par-dessus. Mais je sais que c'est une idée qui intéresse beaucoup de gens. Et ça fait référence à ça, pour ceux qui se demandent, ce genre de plaque de refroidissement, on peut le dire, où vous avez juste une mèche avec des ventilateurs, bien souvent, juste derrière. Vous mettez votre ordinateur portable dessus et ça promet de, évidemment, mieux le refroidir. Ça permet aussi d'incliner un petit peu plus l'ordinateur portable, donc c'est un côté pratique, quoi qu'il arrive. Et il y a même certains qui ont des hubs USB, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas juste le côté refroidissement, il y a des fois un côté pratique aussi derrière. Alors, j'ai pas encore fait totalement tous mes tests là-dessus, parce que, encore une fois, je n'ai pas encore vraiment travaillé sur la vidéo, mais il y a déjà des tests qui ont déjà été faits, et plutôt, il y a aussi des trucs qui ont été prouvés sur des produits, notamment des ordinateurs portables, que déjà, le plus important pour un ordinateur portable, c'est qu'il puisse aspirer facilement de l'air. Et rien que le fait de le surélever lui permet de faire ça. Donc, même si vous n'avez pas de ventilateur sur ces plaques, sur ces supports d'ordinateur portable, juste le fait de le surélever et d'avoir une mèche juste en dessous, l'air a plus facile à rentrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu justement sur certains ordinateurs portables, notamment les ROG Zephyrus, pour ceux qui se demandent. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Quand vous ouvrez l'écran vient, appuie sur la surface et surélève l'ordinateur portable. Et rien que ces quelques millimètres rajoutés permettent vraiment de faire la différence au niveau de température. C'est tout simplement parce que l'air a plus facile à passer en dessous et atteindre justement la grille où il y a le ventilateur qui prend l'air pour justement refroidir l'ordinateur portable. Donc ça, c'est confirmé, ça marche. Maintenant, est-ce que les ventilateurs en plus qui rajoutent un flux d'air, est-ce que ça marche? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas encore testé moi-même. Je n'ai pas encore vraiment regardé de vidéos sur le sujet. Il me semble que... Non, j'en avais déjà vu une par le passé. Mais il faudrait que... Moi, en fait, ce que j'aimerais tester, c'est ordinateur sur surface normale, un bureau, ordinateur surélevé sur un support, et un dernier test sur le même support, mais avec des ventilateurs qui sont allumés et qui offrent plus de flux d'air. Et juste voir quelle est la différence. Je ferai certainement ce test. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais en attendant, je peux vous le confirmer que si vous surélevez l'ordinateur portable d'une surface, surtout si c'est une surface qui ne laisse pas passer l'air, ça va déjà beaucoup l'aider et ça, c'est garanti. Parce qu'un truc que les gens oublient, c'est que l'air, c'est comme un liquide. L'air choisit toujours le chemin avec le moins de résistance. Et si vous introduisez de la résistance, par exemple, le fait que l'air qui doit passer en dessous de l'ordinateur portable doit littéralement faire aller contre un bureau et puis hop, partir à 90 degrés, ça rajoute de la résistance, ça fait forcer le ventilateur de l'ordinateur portable et bien souvent ça fait plus de bruit, ça réduit le flux d'air et du coup il a plus de mal à être refroidi. Donc si vous surélevez, la résistance de l'air pour passer en dessous est diminuée. L'air a plus facile à se faire aspirer. Donc yep, ça marche. Maintenant, encore une fois, pour le marketing avec tous les ventilateurs et tout ça, je ne suis pas totalement sûr. Et ce sera quelque chose qu'on devrait tester dans une vidéo. Ensuite, on a une question de Black Kind Industries qui nous demande une question en rapport avec, justement, la semaine dernière, on avait parlé un petit peu Linux. Il nous dit, que penses-tu de SteamOS installé sur un PC et potentiellement une option viable pour remplacer Windows pour le gaming? Alors, ça fait référence à SteamOS de Valve. Ce sera le système d'exploitation qui sera utilisé d'ailleurs sur le Steam Deck, cette console portable pour ceux qui ne savent pas. Donc Valve a juste repris une distribution Linux, ils l'ont un petit peu modifié pour coller à ce qu'ils veulent faire. Et il y a par exemple Steam de préinstaller par-dessus. Alors personnellement, et je pense que la communauté genre Linux aussi est du même avis, c'est que mais le truc c'est que vous pouvez déjà installer Steam sur pas mal de distributions Linux. Et personnellement, je pense qu'il vaut mieux prendre une des meilleures distributions Linux qui existent, rien qu'au niveau du support et tout ça, et plutôt aller là-dessus et installer Steam plutôt que de prendre SteamOS. Parce que SteamOS, c'est pas la meilleure distribution Linux qui existe, franchement. Donc, moi, je prendrais plutôt cette option-là. Après, je ne suis pas un grand utilisateur Linux, donc s'il y en a qui peuvent argumenter et plutôt dire leurs suggestions là-dessus, ce serait intéressant dans les commentaires. Mais selon moi, il vaut mieux, prendre une bonne distribution Linux et mettre Steam dessus. Et quand vous installez Steam, de toute manière, ça va vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour faire tourner les jeux vidéo, notamment Proton, qui est l'outil qui a été repris par Valve, qui était à la base, pour information, c'était Wine. C'est un outil qui permet d'émuler un environnement Windows sur Linux et de faire tourner des applications Windows. Et avec Proton, ils l'ont amélioré pour faire en sorte que des jeux Steam puissent tourner sous Linux. Et ça marche honnêtement
très bien, surtout si vous avez une carte graphique AMD. Donc, yep, ça vaut la peine. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, est-ce que ça pourrait remplacer un setup Windows pour le gaming? En partie, mais pas totalement. Il faut être honnête, c'est pas encore tout à fait au point. Tous les jeux ne sont pas supportés sur Steam, même s'il y en a beaucoup. Et surtout, si vous avez un jeu qui n'est pas sur Steam, ben là, vous l'avez dans l'os, parce qu'il marche carrément pas. Donc, peut-être dans l'avenir, dans un avenir proche, par contre, si c'est vraiment tu regardes cette solution-là, si la plupart des jeux que tu joues sont sur Steam, je te dirais, pourquoi pas, teste. Mais sinon, je ne suis pas tout à fait sûr, personnellement. Ensuite, on a une question de Icewise, et le résumé de sa question, si je le lis très rapidement, c'est qu'il a 16 Go de RAM en 2666 MHz, et il demande s'il pourrait rajouter de la RAM qui est meilleure, basiquement, donc 16 Go en 3200 MHz, voir si ça fonctionne. Et la réponse très courte à ça, c'est oui, ça devrait fonctionner en réalité. J'avais déjà vu pas mal de contenu là-dessus, et récemment, il y avait Linux Tech Tips qui avait fait une vidéo là-dessus, et le truc, c'est que bien souvent, si vous mettez de la meilleure RAM avec de l'ancienne RAM, ça marchera parce que la meilleure RAM pourra tourner aux fréquences et surtout au timing et tout ça de la moins bonne RAM, forcément. C'est logique quand on y pense. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Non, forcément, ça semble logique. C'est pas la meilleure façon de faire et ça peut introduire des problèmes. Parce que des fois, certaines RAM, surtout si elles n'ont pas la même fréquence, ne vont pas tourner exactement au même spec et ça peut introduire des problèmes, des bugs même dans Windows et tout ça. Donc, moi, je dirais, si vous le pouvez, essayez de prendre de la RAM qui est la plus proche de votre RAM. Essayez de prendre une RAM qui a la même capacité, a la même fréquence et les mêmes timings même. Et si possible, prenez exactement la même RAM, tout simplement. Ça semble logique. Et aussi, un truc très important selon moi, c'est toujours prendre des multiples de 2 pour la plupart des processeurs parce que la DDR, plutôt les processeurs supportent le dual channel avec la DDR4, DDR3 et tout ça. Et du coup, il vous faut un multiple de 2 tout simplement. Donc 2 barrettes ou 4 barrettes. Mais ne vous amusez pas à mettre 3 barrettes parce que là, vous allez avoir des problèmes réellement. Surtout que, en fait, quand vous avez 3 barrettes, il me semble que par défaut, ça va quand même tourner en dual channel. Il va essayer d'utiliser le dual channel. C'est juste que s'il dépasse la capacité de 2 barrettes et qu'il va sur la troisième, il va plus avoir le dual channel et vous allez perdre en performance. Donc, ça, tenez-en compte aussi. Mais bon, il y a pas mal de contenus qui ont été faits sur le sujet. Et encore une fois, si possible, essayez de faire correspondre les fréquences et tout ça. Mais oui, ça marche. Je le dis, ça marche. Est-ce que c'est optimal? Non. Ensuite, on a une question de Iron Slime qui nous dit « Salut Aurélien, salut Iron Slime. J'ai un PC portable et je me demandais s'il était judicieux d'acheter un iGPU pour une carte graphique. » Donc ça fait référence, pour ceux qui ne savent pas, à ces boîtiers externes que vous pouvez acheter et que vous branchez sur un ordinateur portable, souvent sur un port Thunderbolt, et qui vous permettent de faire tourner la carte graphique dans ce boîtier externe. Et donc l'avantage, évidemment, c'est comme vous avez une grosse carte graphique, ben, elle est plus puissante, elle est mieux refroidie, et surtout, ça garde le côté portable de votre ordinateur portable. Genre, quand vous voulez quitter, aller en classe ou autre chose, vous avez l'ordi portable, et quand vous êtes à la maison, vous rebranchez, et vous avez une station de jeu, basiquement. Dans le principe, c'est vraiment cool. Maintenant, dans l'exécution, ça s'est amélioré. Franchement, depuis quelques années, c'est beaucoup mieux. Je dirais que déjà, il vous faut un ordinateur portable avec un port Thunderbolt 3.0 minimum. Le 4.0 n'améliore pas vraiment les performances pour ceux qui se demandent, mais au minimum du 3.0. Et là, vous pouvez commencer à le considérer. Maintenant, le deuxième truc que vous devrez considérer, selon moi, c'est est-ce que vous en avez vraiment besoin? Parce que là, c'est vraiment pour les gens, selon moi, qui veulent un seul ordi. Ils veulent juste un ordi qui marche très bien. Ils veulent un ordinateur portable haut de gamme. Et ils veulent que quand ils reviennent à la maison, ils puissent le brancher dans ce dock en quelque sorte, ou plutôt ils branchent ce câble qui leur offre d'autres fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir brancher un clavier et une souris directement dedans. Donc ils ont juste un câble à brancher. Il y a aussi peut-être un écran déjà de branché sur la carte graphique externe. Et comme ça, d'un coup, ils passent en mode jeu en quelque sorte, ou en mode PC de bureau ou autre chose. Et après, ils peuvent l'utiliser comme si c'était en quelque sorte un PC fixe, avec un clavier, une souris et un écran externe. Si vous êtes dans ce genre de cas-là, je dirais que ça marche plutôt bien. Mais il faut en avoir vraiment besoin. Si vous pouvez, il vaut mieux, franchement, avoir un petit ordinateur portable, même une tablette, qui vous permet de faire ce que vous avez besoin de faire quand vous n'êtes pas à la maison,
et quand vous revenez à la maison, vous avez un PC de jeu. C'est selon moi le meilleur compromis. Parce qu'un vrai PC de jeu sera forcément plus performant. Le port Thunderbolt, par exemple, même en 3.0 ou 4.0, est toujours limité au niveau bande passante. Il fait du 40 Go à la seconde, ce qui n'est pas suffisant pour avoir la full bande passante d'un vrai port PCI Express. Et du coup, vous sacrifiez des performances, je vous le dis. Donc, ça ne vaut déjà pas la peine de mettre une carte graphique ultra haut de gamme. J'irai pas au-dessus d'une RTX 3070, personnellement. Après ça, ça devient vraiment du sacrifice d'argent. Et encore, vous sacrifiez des performances à cette carte graphique en la mettant avec un processeur d'ordinateur portable, forcément. Donc, il faut en tenir compte. Donc, il faut en avoir vraiment besoin, selon moi. Ou sinon, ça ne vaut pas tellement la peine. Aussi, un problème, c'est que ces boîtiers externes, là, Thunderbolt, coûtent la peau des fesses des fois, sans aucune raison. Donc, ça, c'est aussi un problème. Donc, si vous pouvez en avoir un pour pas cher, je dirais 100-200 euros avec une alimentation intégrée et vous avez juste à remettre votre carte graphique après, ça vaut la peine. Au-dessus de là, franchement, vraiment pas. Donc, c'est un peu le problème avec le Thunderbolt, ou plutôt ces solutions iGPU. Peut-être que dans le futur, avec un nouveau port Thunderbolt qui devient de plus en plus fréquent, hein, on le voit notamment, il y a des cartes mères AMD qui en ont maintenant, des ports Thunderbolt, donc peut-être avec un Thunderbolt 5.0 ou la prochaine techniquement révision de l'USB type C, et plutôt de l'USB, peut-être que là, ça vaudrait la peine s'il y a plus de bandes passantes et que ça permet de mettre vraiment une très bonne carte graphique. Mais en attendant, c'est pas idéal. Oh, il y a aussi une autre solution qui existe. Je tiens à en parler, mais c'est du bricolage, on peut le dire. J'ai vu certaines personnes qui utilisent un slot M.2 de leur ordinateur portable, donc les slots pour SSD, et ils utilisent ça, un adaptateur pour le transformer vers un port PCI Express x16 pour mettre une carte graphique. Et le truc, c'est que ça marche en réalité. Ça marche même plutôt bien. Est-ce que c'est une solution idéale? Totalement pas, parce que genre, vous devez modifier un petit peu votre ordinateur portable et l'ouvrir et faire passer un câble qui sort dehors. Alors, il y aurait moyen de faire une solution propre, on peut le dire. Il y a des ordinateurs portables qui sont un peu comme ça, même techniquement. Il y aurait moyen de faire une solution propre. J'aimerais bien le faire pour le fun au moins une fois, peut-être dans une vidéo un petit peu troll, mais c'est aussi une solution qui existe, mais je ne la recommande pas vraiment. Donc ouais, en attendant, iGPU, faut voir selon ton utilisation, mais si tu peux, prends un PC fixe, basiquement. Ensuite, on a une très bonne question de Le Talent qui revient très souvent d'ailleurs. C'est au niveau des water cooling intégrés. Et basiquement, il ne comprend pas trop dans quel sens on doit le mettre pour que ce soit optimal. Parce que ça, c'est quelque chose qui a souvent fait débat où si vous installez votre water cooling d'une mauvaise façon, ça pourrait poser réellement des problèmes. Donc ça fait référence évidemment à ces water cooling là où vous avez un radiateur et vous avez évidemment une pompe combo qui a un bloc de refroidissement, donc ça se met sur le processeur. Donc là, ce serait un setup que vous mettriez par exemple à l'avant d'un boîtier. Bon, ce serait un petit peu plus espacé normalement, mais c'est juste pour vous illustrer. Et vous avez aussi un autre setup où vous pourriez le mettre au-dessus du boîtier et la pompe juste en dessous ici. Vous pourriez inverser évidemment les tubes, ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Le truc, c'est que dans ce radiateur, vous avez au-dessus un réservoir. Il y en a un au-dessus, il y en a aussi un en dessous, vous pouvez voir. Et c'est là, bien souvent, que vous allez avoir un peu de liquide qui va s'accumuler. Et idéalement, vous voulez que ce liquide soit plus haut que la pompe, comme ça, s'il y a de l'air, parce qu'il y a toujours un petit peu d'air dans ces refroidissements, et il y en aura aussi de plus en plus à fait que vous l'utilisez, parce que le liquide va s'évaporer très lentement, et du coup, il va avoir de plus en plus d'air. Eh bien, vous voulez que ce, justement, réservoir soit plus haut que la pompe, comme ça, c'est lui qui accumule l'air et pas la pompe. Parce que si la pompe est au point le plus haut de votre refroidissement, donc par exemple, si je le mettais comme ceci, plus haut, les bulles d'air finiraient dans la pompe. Et ça poserait un énorme problème parce que la pompe, évidemment, n'aime pas trop quand il y a des bulles d'air qui passent dedans. Elle veut juste de l'eau. Donc en gros, pour résumer, il faudrait que je fasse vraiment une vidéo là-dessus et j'en ferai une dans le futur, mais je vous fais un résumé ici. Le premier placement que beaucoup de gens font, c'est celui évidemment au-dessus. Vous avez le radiateur au-dessus et vous avez la pompe en dessous, ou plutôt comme ça, voilà. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre dans l'autre sens, vous pouvez mettre dans ce sens-là. Ça marche, c'est le meilleur placement que vous pouvez faire. C'est ce qui marchera le mieux. Après, le problème, c'est que comme vous mettez en sortie, ça récupère la chaleur de la carte graphique. Donc, certaines personnes préfèrent le mettre à l'avant du boîtier pour qu'il profite de l'air frais, justement, qui vient de dehors. Et c'est là qu'on a des petits problèmes. Et en gros, le truc que vous devez essayer de faire, c'est de faire en sorte que, déjà, le radiateur soit plus haut que la pompe, quoi qu'il arrive. Et vous voulez faire en sorte que les tubes qui sortent soient en bas en réalité, parce que vous voulez que le point le plus haut du radiateur soit un point où l'air ne peut pas
passer par un tube ou autre chose et retourner à la pompe. Parce que si vous le mettez comme ça, vous avez une bulle d'air qui peut passer de temps en temps, en fait, et juste ça va faire du bruit. En fait, ça va faire un peu plus de bruit. Ça ne va pas forcément faire du mal à la pompe, ou en tout cas, il faudrait énormément de temps, mais ça va faire un petit peu plus de bruit. Mais le truc, c'est que quand vous le mettez avec les tubes vers le bas, le problème, c'est que vous avez la carte graphique dans le chemin. Donc, le truc, c'est que vous pouvez, honnêtement, ça marchera. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez vous permettre de mettre comme ceci. Mais, et c'est un gros mais, faites en sorte que le radiateur soit plus haut que la pompe. Absolument. Ou sinon, c'est là que vous aurez un problème. Si vous êtes comme ça, là, ça va faire des gros problèmes. Donc, tant que vous respectez ça, tant que vous respectez le fait que le radiateur avec ses réservoirs est plus haut que la pompe, vous en sortirez le mieux. Et idéalement, vous voulez évidemment avoir la partie réservoir sans les tubes qui est le plus haut par rapport à la pompe. Mais ça, ce ne sera pas toujours le cas. Et donc voilà, ça c'est à peu près tout pour là-dessus. Je vous ferai une vidéo résumée qui montrera mieux comment le placer dans un boîtier, parce que ça mérite d'être montré dans un boîtier. Là, je le fais un petit peu vite fait dans la caméra, mais voilà, je ferai une vidéo sur le sujet si vous êtes intéressé. Et enfin, on arrive à la dernière question de ce question tech, qui est de Showrush, qui nous dit: est-ce que l'on pourrait utiliser un système d'upscaling comme DLSS de NVIDIA pour le transcoding d'une vidéo ou d'un stream, ou en recevant les images en 720p et en les mettant en 1080p par exemple? Alors, donc, pour ceux qui voudraient comprendre la question, c'est: est-ce que par exemple je pourrais regarder un stream Twitch en 720p et puis ma carte graphique NVIDIA remet le stream en 1080p? Et la réponse est oui, c'est tout à fait possible en réalité. Je pense même que NVIDIA doit travailler sur ce genre de solution parce qu'ils l'ont déjà fait techniquement. Si vous vous souvenez, il y a la Shield TV, c'est un petit boîtier avec une puce NVIDIA qui vous permet d'avoir un Android TV sur votre TV. Et il y a déjà une fonctionnalité d'upscaling qui permet de prendre une image plus petite et la remettre en plus haute. Et ça marche avec YouTube et tout ça. Donc ça existe déjà. C'est juste qu'ils ne l'ont pas encore fait sur PC fixe, on va dire, avec une carte graphique RTX ou autre chose. Donc ça, c'est dommage, évidemment, parce que moi, je serais plutôt intéressé, franchement. Juste, par exemple, installer une extension sur votre navigateur, ce genre de choses, ce serait vraiment cool. Ou même l'intégrer à un navigateur en partenariat, peut-être. Ça pourrait être très intéressant selon moi. Mais c'est pas encore le cas. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce question tech numéro 2. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez trouvé ces réponses utiles, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si elles n'ont pas été utiles pour vous, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Si vous avez d'autres questions pour le prochain question tech du mois prochain, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à aller juste laisser un pouce bleu sur les commentaires qui vous semblent intéressants, en tout cas les questions intéressantes. Et sinon, on va rester là. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!